Ils font tout pour aller discuter avec les Nigériens. Aujourd'hui, ils nous rejoignent. Ils viennent même nous voir. Ils viennent même nous voir pour... Est-ce que le Togo veut adhérer à la charte du Liptako gourmand? Vous voyez qu'au niveau de l'AES, son financement est assuré exclusivement par ses États membres. Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES. Ce qui nous lie, c'est que nous avions la même idéologie. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur de vous mettre à dos les États-Unis à un moment donné, mais davantage la France? Je vous dis... Article 11. La présente charte peut être ouverte à tout autre État partageant les mêmes réalités géographiques, politiques, socio-culturelles qui acceptent les objectifs de l'Alliance. La demande d'adhésion est acceptée à l'unanimité des États partis. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Aujourd'hui, les Maliens ont la chance, qu'ils soient opposants ou pas, d'avoir un homme exceptionnel à la tête du Mali, c'est le président Assimi Goïta. Si certaines puissances internationales qu'on dit avoir une grande influence sur la politique africaine, est-ce que ça ne vous a pas fait peur de vous mettre à dos les États-Unis à un moment donné, mais davantage la France? Je vous dis honnêtement, nous n'avons pas peur. On n'a jamais eu peur, c'est une conviction du président de la République, c'est une conviction même personnelle. Nous qui sommes ministres des Affaires étrangères, c'est une conviction. Nous l'assumons, mais ce qui est plus important, c'est quoi? Ceux qui avaient dit hier que le Togo avait tort et qui critiquaient le Togo en coulisses, aujourd'hui nous en rejoignent. Et c'est ça en fait, c'est ça, c'est la finalité, ce qu'il faut faire en diplomatie. Parfois vous prenez des positions, vous avez des gens contre vous, mais quand vous saviez là où nous allons, aujourd'hui la finalité, sur toutes ces crises que nous avons traversées, elle est là. Ceux qui hier n'étaient pas d'accord avec nous sont d'accord avec nous. Ils sont même parfois, ils essaient même d'aller travailler avec ceux qui le condamnaient. Ceux qui disaient hier de ne pas parler avec certains pays, ils sont partis voir ces pays. Je veux ça, c'est des vérités. Tous ces pays que vous connaissez dans la sous-région qui critiquaient le Niger, par exemple, après le coup d'État du président Bazoum. On l'a vu. Ces pays sont partis, ils vont même négocier, ils demandent même... Vous voulez parler du Nigeria, par exemple? Non, je ne cite aucun pays. Mais on a vu le Nigeria. Ils font tout pour aller discuter avec les Nigériens. Aujourd'hui, ils nous rejoignent. Ils viennent même nous voir. Ils viennent même nous voir pour faciliter les contacts avec eux et le Niger. Et c'est ce que le président de la République a fait, c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Non, en somme, le temps vous a donné raison. Le temps nous a donné raison. Et c'est ça qui est plus important. Mais c'est difficile quand on prend une telle position. La finalité fait que parfois, on se dit, mais on n'avait pas eu tort de prendre cette décision. Il fallait cette voie de sagesse, de compréhension, de dialogue pour en arriver à ce résultat. Alors, pour mener cette interview, même si je suis seul devant vous, je ne suis pas totalement seul, j'ai certains confrères disséminés à travers le continent qui vont vous poser des questions. Et le premier, c'est un de vos compatriotes, Gilles Boko, qui travaille pour la chaîne de télévision New World. Je vous propose de prendre sa question et vous allez, je l'espère, y répondre. Je vous permets de suivre la question de mon confrère Gilles Boko. Je pense. Bonjour, Excellence, Monsieur le Ministre. Je suis Boko Gilles de New World TV. Ma question, la voici. Votre doctrine diplomatique semble être le non-alignement, ni Occident, ni Orient, même ni Levant, ni couchant. Et d'ailleurs, vous voyez d'un bon œil le glissement géopolitique du monde vers la multipolarité. Et dans ce contexte, on se demande comment vous expliquez votre sympathie envers les pays de l'Alliance du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger, qui eux glissent plutôt à l'Est avec une rupture, on va dire, épistémologique avec l'Occident. Cela m'amène à vous demander, mais est-ce que le Togo veut adhérer à la charte du Liptako gourmand? C'est la question de mon confrère Gilles Boko, que je salue au passage. Oui, elle a le mérite d'être très claire. Oui, non, bien sûr, je pense que notre ami Gilles n'a pas changé. Il est toujours aussi percutant. Mais je réponds très franchement à cette question. Vous saviez, je vais
peut-être que je vais vous surprendre. Pour ce que moi je sais des pays de l'Alliance des États du Sahel, ces pays, contrairement à ce que certains pensent, ils vont vers l'Est ou vers quelle direction, je ne crois pas. Ce que moi je sais de ces pays, c'est que ce sont des pays qui ont décidé de recouvrir leur souveraineté. Ils sont africains d'abord. Et ce n'est pas qu'ils quittent un camp pour aller vers un autre camp. C'est ce que moi je sais. Je ne vais pas parler à leur place. Mais pour nous qui les fréquentons, ce qui nous lie, et je réponds à la préoccupation de Gilles, ce qui nous lie, c'est que nous avions la même idéologie. C'est l'Afrique d'abord. C'est notre pays d'abord. Oui, nous sommes contre l'alignement. Mais ça n'a aucun sens. Je crois que la souveraineté d'un pays, où elle est totale ou elle ne l'est pas. Aujourd'hui, après 60 ans de nos indépendances, la plupart des responsables politiques, civils, militaires, dans le domaine intellectuel, culturel, vous-même journalistes, mais nous échangeons tout le temps, nous sommes ensemble. On se rend compte qu'on ne contrôle pas nos pays. Donc quand on a la chance d'avoir, à un moment, des pays qui ont pris conscience de ça et qui veulent se prendre en charge, il faut les soutenir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes proches de ces pays parce que nous sommes dans une même vision, celle de nos pays et de l'Afrique d'abord. C'est pourquoi nous disons que nous sommes africains. Et quand nous parlons des langues, nous parlons de l'africanophonie. Parce que c'est nous-mêmes. Ce qui nous détermine aujourd'hui, c'est parce que nous sommes africains. On ne peut pas s'affirmer parce que nous gouvernons nos pays en sous-traitance par quelqu'un d'autre. On s'affirme parce que nous sommes dans un pays et point, c'est tout. Alors vous avez utilisé une expression, vous êtes proche de ce pays-là. Alors jusqu'à quel point êtes-vous proche? Pour revenir à la question de Gilles Boko, est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République. D'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vais vous parce qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Quand vous nous voyez, nous ne sommes contre personne. Nous le disons sans cesse. Nous voulons être nous-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Les pères des indépendances africaines ont fait une partie de la lutte pour nous donner cette indépendance. C'est ce qui fait que nous vivons aujourd'hui, vous et moi, nous sommes ici, nous travaillons. Voulez-vous qu'après 60 ans, 66 ans, nous continuions? Alors quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Je pense que c'est même irresponsable de vouloir être là, vous êtes libre et vous refusez la liberté. Vous voulez toujours être dominé par des autres. Nous disons aujourd'hui non à la domination. Vous êtes fatigué. Nous sommes fatigués. Et je vous dis fatigué. J'ai compris. C'est là où vous allez. Voilà. Alors, la question que je vais poser, c'est à l'intellectuel Robert Dussé. Parce que vous êtes un homme de science avant tout. Qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier le succès, parlons ainsi, de ces coups d'État militaires dans le Sahel, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut pouvoir essayer de cerner. À l'époque, on se rappelle, les coups d'État étaient très mal vus, mais aujourd'hui, les coups d'État sont devenus populaires, salués par les gens dans la rue, et on voit, comme vous le soulignez très bien, une adhésion populaire. Qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier cela? Je n'ai pas une réponse exacte à vous dire, mais je pense que ces coups d'État sont devenus populaires parce que les populations, à un moment donné, ont marre, comme on dit. Les populations ont marre de beaucoup de choses. Mais là, il faut faire attention. Je vous rappelle que je suis contre les coups d'État. Bien entendu. Mais les populations, parfois, devant la mauvaise gouvernance, parce qu'il faut aussi faire une autocritique. Bien sûr. Il y a aussi une mauvaise gouvernance interne à nos pays, qui je dirais, inacceptable à un certain niveau. Et aussi devant l'ingérence de certaines puissances non africaines, les populations ne savent plus où aller.
Alors quand ils découvrent des jeunes militaires qui viennent avec des promesses, alors les populations courent derrière ces jeunes militaires. Bon, nous aujourd'hui nous disons, et c'est ce que le président de la République essaie de faire, attention, nous avions connu dans les années 60, 70, 80, même 90, beaucoup de coups d'État sur le continent africain. Et on connaît les résultats. Donc nous espérons que ces jeunes qui arrivent au pouvoir par les coups d'État aujourd'hui vont rapidement faire basculer les régimes militaires en des régimes civils pour une meilleure gouvernance politique, économique, une meilleure gouvernance institutionnelle de leur pays. C'est ça qui est plus important. Est-ce que vous êtes optimiste, Robert Dussey, par rapport à cela? Ça fait quand même un moment, on est au moins à 3 ans qu'on voit ces chamboulements. Est-ce que le chemin pris par ces pays-là vous semble le bon? À titre personnel, je dirais que je suis pragmatique. Il faudrait les observer au jour le jour pour voir là où ils vont conduire leur pays. Certains sont des dirigeants que nous connaissons qui sont, nous n'avons aucun doute que c'est des dirigeants qu'il faut à la place qu'il faut à l'heure où nous parlons. Mais vous savez, la politique nous réserve beaucoup de surprises. Donc il faudrait, avec beaucoup de sagesse et d'intelligence, savoir comment gérer les pays. Et puis, nous sommes pragmatiques. Je vous pose la question parce que ça commence à bouillir un peu. On l'a vu il n'y a pas très longtemps au Mali où ça chauffe. On peut dire qu'on a assisté à une première grosse rupture entre les militaires et notamment le mouvement M5 conduit par l'ancien Premier ministre Choguel Maïga. Certains redoutent que ce soit un peu le début. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je vous pose la question. Non, je sais, vous êtes journaliste, vous êtes dans votre rôle, je ne crois pas. Je crois que il n'y a rien qui boue au Mali. Et je crois que aujourd'hui, les Maliens ont la chance, qu'ils soient opposants ou pas, d'avoir un homme exceptionnel à la tête du Mali, c'est le président Assimi Goïta. Avoir un homme pareil et ce qu'il a accompli en 2 ans et demi, 3 ans de transition, personne ne pourra le faire dans le contexte actuel du Mali. Donc pour nous aujourd'hui, le président Assimi Goïta est une chance pour le Mali. Maintenant, il y a des réalités sur le terrain. Sur le terrain. Il y a des réalités sur le terrain. Il y a des gens qui s'impatientent. Qui s'impatientent. Il revient au président Assimi Goïta, à son gouvernement, de trouver les réponses idoines pour résoudre les problèmes des Maliens et puis conduire le Mali vers des élections libres, démocratiques. Et d'ailleurs, je crois que lors du dernier conseil de ministres, le président avait déjà du Mali, c'est ce que j'ai vu à travers vos médias, a instruit ses ministres de se préparer pour les élections. Mais pour aujourd'hui, je crois que le Mali est calme. La priorité des Maliens d'abord, avant que le président Assimi Goïta n'arrive, c'est la sécurité. Mais ce qu'il a fait en un temps record, personne n'a pu le faire. Qui a pu prendre Kidal au Mali? On nous disait que Kidal était comme une forteresse. Un bastion imprenable. Imprenable. Ouais. Vous avez vu après que tout ça là, c'est des mensonges fabriqués, orchestrés pour diviser les Maliens. Avoir un homme de cette trempe qui a pu le faire, mais ce n'est même pas discutable. Donc, bon, je ne vais pas parler à la place des Maliens, mais je pense qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui, à la tête de la transition, à la tête du gouvernement malien, qu'un homme comme le général Assimi Goïta. Parlons de ces difficultés. Je le disais tout à l'heure qu'on était surpris parce que l'Afrique aujourd'hui traverse des crises. La CEDEAO est en pleine crise et à ce moment-là qu'on voit le Togo dans un rôle, j'ai envie de dire, central. Alors, comment est-ce que cela se passe? Comment le Togo arrive à se trouver médiateur, notamment dans la crise entre la CEDEAO et les États aujourd'hui de l'AES? Comment ça se passe? On va être un peu dans les coulisses. Je vais vous livrer un petit secret. Allez-y. Surtout pas tous les secrets. Oui, un petit, c'est déjà pas mal. Je pense qu'aujourd'hui, la clé de la diplomatie togolaise et les raisons pour lesquelles le Togo joue ce rôle est d'abord liée à la personnalité du président de la République. Je parle ici du président Faure Gnassingbé. Vous le connaissez, quand vous l'observez, c'est l'un des chefs d'État au monde et africain en particulier qui parle très peu. Il parle le moins. On est surpris que quelqu'un qui ne parle pas voilà, soit médiateur. Comment il fait s'il ne parle pas? Il parle très peu, il connaît bien son pays, il connaît très bien la sous-région. C'est un homme humble, donc il a une très grande capacité d'écoute. Quand il est conscient de ses qualités, que peu de gens ont. Quand vous parlez peu, vous avez une grande capacité d'écoute. Vous connaissez très bien votre pays, votre région. Vous échangez avec les gens. Je crois que le résultat est là. Et donc, au-delà de ses qualités, c'est quelqu'un qui, évidemment, qui est très religieux. Donc, qui est très religieux. Je ne vais pas citer... Je ne vais pas dire qu'il est très chrétien, très musulman, pour ne pas heurter les uns les autres, qui est très religieux. Donc, quand vous aviez cet avantage-là,
vous voyez, il est pacifiste. Donc il écoute les gens, les bons, les mauvais, les bons, tout le monde. Et le résultat, évidemment, déteint sur la diplomatie. C'est d'abord ça, la personne du président de la République. Et maintenant, cette personne-là, évidemment, c'est les hommes qui font des institutions. Bien sûr. Il a donné tout cela à l'institution, à la République togolaise, et particulièrement à sa diplomatie. Et nous jouons cette partition. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, comme vous le dites, le résultat est là. Nous traversons des moments difficiles, mais à différents moments, il faut qu'il y ait des gens ou des personnes ou une personnalité qui écoutent toutes les parties et qui essaient de trouver une solution. Et c'est le rôle que le président de la République a bien voulu jouer. Pas parce qu'il veut le jouer, mais c'est parce que beaucoup viennent vers lui. Ça veut dire que c'est lui qui inspire confiance entre les belligérants, en fait.